Mieux intégrer, c'est l'équilibre délicat du gouvernement français sur la question de l'immigration. Et après le volet fermeté et critères d'accueil stricts, voilà donc le volet aide aux migrants dans les aspects les plus essentiels de la vie quotidienne. Avant d'en parler avec nos invités, vous nous donnez, Louise Baudet, le détail de ces mesures adoptées lors d'un conseil interministériel. L'idée directrice est de mieux intégrer les primo-arrivants, qu'ils soient demandeurs d'asile, candidats au regroupement familial ou migrants pour raisons professionnelles. Un sujet de dignité pour l'ensemble de la nation, affirme Édouard Philippe, car en la matière, la France est en bas de tableau. Au bout de 5 ans de présence sur notre sol, seul un étranger sur 3 est intégré dans le monde du travail. Comme prévu, le Premier ministre annonce le doublement des heures de français proposées aux étrangers s'installant légalement en France, doublement aussi de la formation civique, car le respect des valeurs républicaines n'est pas une option, mais une obligation, précise Édouard Philippe. Et puis, second volet, l'accès à l'emploi, qui pour les réfugiés sera autorisé 6 mois après le dépôt de la demande d'asile, contre 9 actuellement. Plusieurs programmes expérimentaux seront par ailleurs renforcés et des réseaux d'entreprises mobilisés. Pas de mesures spécifiques en revanche sur l'hébergement, en dehors des 20 000 logements que les préfets doivent déjà mobiliser. Enfin, le coût du dispositif n'est pas précisé. Enveloppe estimée à 100 à 200 millions d'euros, contre plus de 600 millions préconisés par le rapport Taché. Et l'auteur de ce rapport, merci Louise Baudet, est justement avec nous. Bonsoir Aurélien Taché. Bonsoir. Député La République En Marche du Val d'Oise. Et bonsoir également Jennifer Leblond. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association TOT, acronyme pour Transmettre un horizon à tous, école de français pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Je voudrais qu'on commence évidemment par cet aspect effectivement essentiel de l'enseignement, l'apprentissage du français. Aurélien Taché, à qui ça s'adresse d'abord? Est-ce que ça s'adresse à tous ceux qui arrivent en France en espérant trouver un asile? À qui ça s'adresse exactement? Non, alors les cours qui vont être proposés là dans le cadre qui sont proposés plutôt déjà dans le cadre du contrat d'intégration, ça s'adresse à soit les personnes qui ont obtenu l'asile et qui donc ont la protection. C'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Ouais. Ceux qui arrivent aussi dans le cadre de l'immigration familiale, Ouais, puisqu'ils ont un regroupement conjoint familial. français, regroupement familial, ou alors ceux qui sont dans le cadre de l'immigration professionnelle. Pour ce qui est des demandeurs d'asile, des gens qui sont encore dans la procédure, moi j'avais proposé dans mon rapport que les cours de français puissent démarrer dès le moment où les gens arrivent en France et demandent l'asile, avec l'idée de se dire que de toute façon, soit ils l'obtiennent et c'est du temps gagné, soit ils ne l'obtiennent pas, et s'il y a un retour à envisager, c'est quand même une nouvelle arme pour repartir et construire leur vie dans leur pays d'origine ou dans un autre ça n'a pays. pas été retenu. Mais ça, ce sera en tout cas probablement expérimenté, mais pas retenu en tant que tel comme étant proposé immédiatement, puisque vous savez qu'on double ses heures, qu'on propose un diplôme à la fin, qu'on propose toute une série de mesures, et ça, pour le moment, c'est réservé aux réfugiés. Mais en même temps, Jennifer Leblond, j'imagine que tout ça est absolument indispensable pour se retrouver dans le maquis administratif pour avoir le droit de demander l'asile. Exactement. Exactement. J'imagine que c'est un regret pour vous que ces gens-là ne puissent pas avoir accès à ce type de cours de cette manière-là. Exactement. Oui, oui. D'ailleurs, la proposition du rapport Taché avait retenu notre attention puisqu'on a été interrogé dans le cadre des recherches qui ont été faites pour mener ce rapport. Et nous, on propose sans distinction de statut des cours de français diplômants. Donc, c'est intéressant que vous ayez dit le mot diplômant parce que dans le texte, dans la proposition qu'on a vue aujourd'hui, c'est écrit certification. Donc, j'avais cette question-là sur la diplomation qui est très importante. C'est très différent d'une certification d'un diplôme, mais on y reviendra, j'imagine. Et en fait, pour que les gens puissent comprendre comment est-ce qu'on fait la demande d'asile, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de comprendre la langue du pays qui pourrait potentiellement les accueillir, c'est très, très, très important. Et même si, en effet, la loi asile réduit drastiquement la durée d'attente, aujourd'hui, on se retrouve quand même avec plein de personnes qui arrivent à la préfecture, qui ne savent pas quoi faire, qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande et qui, du coup, ont toutes leurs chances qui échouent de fait. Et du coup, Aurélien Taché, tout ça va rester aux bénévoles. Ce sont les bénévoles qui font ça, des associations qui le font, qui essayent, parce qu'ils n'ont pas le choix, ces personnes qui arrivent, que de parler un peu français pour pouvoir faire valoir leurs droits. Bien sûr. Non, mais moi je nie pas du tout qu'effectivement le fait de maîtriser la langue est bien sûr un atout pour se repérer effectivement dans la procédure. Après, je serais un tout petit peu plus nuancé dans le sens où quand même, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne sont pas du tout francophones, qui sont protégés parce qu'il y a des associations comme la vôtre qui les accompagnent et c'est très bien comme ça, parce qu'ils ont des conseils, avocats ou autres, et tant mieux. La procédure sera plus courte, des associations continueront d'intervenir, et j'insiste, dans les échanges qu'on a pu avoir avec le gouvernement, il y a quand même la volonté pour ce programme qui est proposé par l'État, qui est financé par l'État, et qui donc va mettre maintenant 400 heures, voire 600 heures pour les publics les plus en difficulté. On était à 200 à peu près aujourd'hui. On était à 200, là on va passer à double 400 pour tout le monde, et à 600 pour ceux qui ont le plus de difficultés dans leur langue d'origine, donc des gens qui maîtrisent mal l'écrit ou autre dans leur langue
langue d'origine. Et pour certains demandeurs d'asile, dans certains centres où, par exemple, on a des gens qui ont été relocalisés depuis l'Italie ou la Grèce, où on a plutôt des personnes dont le taux d'asile, le taux d'acceptation est jugé probable et très élevé, on aura des expérimentations pour avoir ces heures de français qui démarrent plus tôt. Moi, j'avais souhaité qu'effectivement, ça puisse être le cas de manière plus généralisée. Ça n'a pas été retenu, mais on avance dans cette direction. 400, 600 heures, Jennifer Leblanc, avec votre expérience, ça suffit? Alors, Avec 400, alors évidemment, chaque cas est particulier, bien entendu, mais on est dans quelque chose qui permet un vrai apprentissage du français. Alors en fait, plus qu'au-delà des heures, pour vous donner l'exemple de TOT, c'est 160 heures de cours de français en 16 semaines, donc c'est 10 heures intensives par semaine. On s'adresse à des publics qui sont peu ou pas lettrés. On s'adresse qu'à des adultes qui n'ont pas le niveau bac dans leur pays d'origine. La plupart, j'imagine, jeunes adultes. Alors on a une moyenne d'âge aux alentours de 30 ans, Ouais. mais on a des gens qui ont jusqu'à 60 ans qui viennent chez nous, et puis des mineurs qui ont été refusés, qui ont 16 ans, qui arrivent chez nous aussi. Mais des gens qui sont quand même peu ou pas scolarisés. Donc en fait, le nombre d'heures est évidemment essentiel, mais c'est surtout l'accompagnement en fait de ces nombres d'heures. C'est-à-dire que nous, on a parlé des associations bénévoles. Nous, notre association, la spécificité, c'est que nos professeurs sont des professeurs de français langue étrangère, diplômés, rémunérés, comme des professeurs de faculté, qui accompagnent leurs élèves du début à la fin et qui les amènent à un diplôme d'État reconnu partout. Et voilà, et donc ces 600 heures ou ces 400 heures, c'est génial, à condition que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils puissent en effet suivre ces cours avec des classes de niveau. Nous, on fait des entretiens d'évaluation et on met nos élèves dans chacune des classes de niveau. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de classe de niveau quand on arrive à l'OFI et qu'on prend ses cours de français. L'OFI, excusez-moi. C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Voilà, c'est D'accord. l'organisme qui organise des cours de français pour l'État. Voilà. Et en fait, on peut se retrouver avec des classes où il y a des niveaux tellement différents qu'en fait, c'est pas possible d'accompagner vraiment dans la durée et du coup sur le nombre d'heures qui est donné correctement les élèves et les professeurs aujourd'hui, parce qu'on en connaît, parce qu'on en a recruté nous-mêmes, des professeurs qui sont à l'OFI, trouvent que la pédagogie, ou en tout cas les méthodes qui sont appliquées, ne sont pas adaptées à des publics qui sont peu ou pas lettrés, peu ou pas diplômés. C'est une vraie question, ça, parce que Oui. c'est pas comme enseigner à des enfants qui arrivent en maternelle ou en primaire. On Oui, parle pas et du c'est même un des public. points justement qui a été retenu dans les différents points qui ont été proposés aujourd'hui pour améliorer la formation linguistique, donc qui sera proposé à ces 130 000 étrangers qui signent le contrat d'intégration. On a donc les 400-600 heures, on a donc un diplôme à la fin et on a cette question de groupe plus homogène. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'enseigner, par exemple, à quelqu'un qui était effectivement non lecteur, non scripteur dans sa langue d'origine et à quelqu'un qui, au contraire, avait fait des études supérieures et maîtrisait parfaitement sa langue. Et donc, lui qui arrive et pourrait progresser beaucoup plus vite s'il était dans un groupe où on avait des personnes qui avaient plutôt ce niveau de maîtrise. Et à l'inverse, celui qui est en grande difficulté, qui a besoin des 600 heures, il faut qu'il soit dans un groupe où, au contraire, on va avoir des enseignements, des pédagogies qui seront plus Et à la adaptées. sortie, vous parlez de diplôme, quel diplôme? Eh ben, Diplôme français langue étrangère qui donne accès, Oui, qui ouvre alors, un marché de l'emploi. Il y en a une série, mais là, je pense que vous seriez mieux placé que moi pour en parler. Le DELF, le DILF, enfin voilà, donc c'est qui sont des bien de ça diplômes qu'on parle. qui ouvrent accès à Qui sont l'emploi, reconnus sur le En fait, marché c'est des diplômes d'emploi. d'État, donc qui sont Ouais. remis par Reconnus. le ministère de l'Éducation et qui sont reconnus d'abord dans toute l'Europe et qui sont aussi reconnus internationaux. Donc ça veut dire que dans son parcours migratoire, si la personne réfugiée elle arrive chez nous, qu'elle a ce diplôme et que finalement dans son parcours elle est amenée à aller ailleurs, elle a un vrai diplôme qu'elle peut faire valoir partout en Europe et même partout dans le monde qui justifie de son niveau de français. C'est pas juste une certification. Et après du coup je voulais juste alerter sur un point, c'est que aujourd'hui toutes les personnes qui passent par l'OFI n'ont pas le diplôme à la fin. C'est-à-dire que toutes les personnes ne passent pas le diplôme à la fin. Ils ont un papier qui justifie du nombre d'heures et de leur niveau, mais ils n'obtiennent pas forcément le diplôme. Nous, dans notre école, c'est très important pour nous qu'ils passent le diplôme et qu'ils aient ce diplôme avec eux. Alors, Jennifer Leblanc, Aurélien Taché, vous restez avec nous. On poursuit la discussion parce qu'il n'y a pas que la question de l'enseignement, il y a aussi celle du logement notamment. On en parle après l'info à 23h20. Stéphane Milhomme. La petite amie de Kevin, mort samedi dernier à Mourmelon-le-Grand dans la Marne, a été placée en garde à vue. L'adolescente de 17 ans était présente au moment des faits aux côtés de la victime. Le parquet de Châlons-en-Champagne souligne d'importantes contradictions entre son témoignage initial et l'enquête en cours. Un suspect du même âge est lui aussi en garde à vue après ce meurtre samedi dernier dans un parc de la commune. Avec quelques modifications, le Sénat et sa majorité de droite votent cet après-midi la réforme du ferroviaire défendue par le gouvernement.
entre l'ouverture à la concurrence et la fin du statut des cheminots pour les nouvelles recrues. Grève jeudi et vendredi prochain des cheminots. Ce sera le 14e épisode. Giuseppe Conte obtient la confiance du Sénat italien. Le nouveau Premier ministre a présenté aujourd'hui son discours de politique générale. Une politique résolument populiste avec comme priorité la lutte contre le business de l'immigration, selon ses propres termes, et la relance de la croissance avec aussi l'ouverture avec la Russie. France Info. Et nous sommes toujours avec Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise, et Jennifer Leblond, qui a créé une école pour apprendre le français aux migrants. Au-delà de l'apprentissage du français, Aurélien Taché, il y a cette question du logement. On a vu par exemple de l'hébergement, que dans les évacuations de différents camps autour de Paris ces derniers jours, à peu près les associations disent 10% de ces personnes qui dorment dehors sont des gens qui ont des papiers, qui sont en situation régulière en France. Ces gens-là, ils devraient avoir un accès au logement. Il n'y a pas grand-chose dans ce qui est fait aujourd'hui. C'est évident qu'ils devraient avoir un accès au logement. C'est évident surtout que s'il y avait un vrai parcours d'intégration qui était proposé aux gens une fois qu'ils ont obtenu la protection, une fois qu'ils sont réfugiés, ils ne reviendraient pas sur le trottoir à La Chapelle, et donc c'est dramatique. Pourquoi, à mon avis, la question du logement est centrale, mais il ne faut pas la poser en préalable. C'est ce qu'on a fait souvent sur la question d'intégration depuis quelques années, qu'on est confronté donc à des arrivées de réfugiés beaucoup plus importantes. Et quand ça a été fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a regardé où il y avait des logements disponibles un peu partout en France, là où ils étaient plutôt inoccupés, des logements sociaux inoccupés, et on a envoyé les gens sans se préoccuper de savoir ce qui allait se passer ensuite. Moi, mon rapport, il parlait du logement, mais il parlait surtout de la question de l'emploi. Et ça, il y a eu des mesures fortes d'annoncer aujourd'hui. Pourquoi ? Je pense qu'il faut d'abord faire passer cette question avant celle du logement, parce que si les personnes sont autorisées à travailler plus vite, si elles sont accompagnées professionnellement, si elles sont dans l'emploi, on peut après arriver à trouver des solutions sur le logement, alors que si on les loge immédiatement sans se poser cette question de l'emploi d'abord, eh bien on a souvent des cas où malheureusement l'intégration ne fonctionne pas. Vous faisiez des propositions sur l'hébergement qui ont pour le coup pas été retenues, ça coûte trop cher. Non, alors sur l'hébergement, de toute façon, c'était pas mon sujet sur le rapport, parce que la question de l'hébergement, c'est la question de l'accueil, de l'aide d'urgence, et ça, il y a eu des dizaines de milliers de places de créées. On a parlé des opérations d'évacuation qui ont eu lieu ces derniers jours. Moi, je parle de ceux qui sont réguliers en France, hein, je parle pas de... Oui, sur le logement ensuite. Oui. Mais donc ça, c'est pas la question de l'hébergement, c'est la question de l'accès au logement. Vous dites l'emploi d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez, Jennifer Leblond ? Tout ça est lié ou l'emploi d'abord vraiment ? En fait, la question, c'est plus qu'aujourd'hui, je me rappelle d'un étudiant qui a eu son statut de réfugié et qui m'a dit c'est la plus mauvaise nouvelle que j'ai eue depuis que je suis en France. Parce qu'il savait qu'il avait plus que 6 mois pour trouver un logement, maximum encore, parce que c'était ce que son CADA, donc son centre d'hébergement pour les personnes demandeurs d'asile, lui offrait comme opportunité, et qu'en fait, il se retrouvait dans le droit commun des SDF. Un peu livré à lui-même, c'est ça que vous exactement. dites, il n'y avait plus de filet de sécurité des associations. Ils n'ont plus d'accompagnement. En plus, il avait moins de 25 ans, donc ils n'ont plus d'accompagnement. Très compliqué d'avoir une assistante sociale pour continuer le soutien social. Ils n'ont pas d'accompagnement psychologique, il n'y a pas d'accompagnement médical. Il y a un accompagnement globalisé qui permet à n'importe qui, et vous le savez, qu'on soit réfugié, migrant ou pas, mais peut-être encore plus quand on est en grosse précarité, si on n'est pas accompagné, en fait, de tout seul, on ne va pas y arriver. Et aujourd'hui, les mesures qui sont proposées, elles sont jolies, qu'il y ait des logements. Mais en fait, c'est plus de se demander comment est-ce qu'on fait pour que l'accompagnement global, il ne s'arrête pas une fois qu'on a le statut. Et donc, en effet, oui, il y a la question de l'emploi. Mais c'est pareil, la question de l'emploi, c'est aussi, nous, on le voit, on a une personne qui est en CDI chez nous, qui s'occupe de l'orientation professionnelle. Trouver une formation, trouver un emploi à des personnes qui sont dans des statuts précaires. Donc, demandeurs d'asile, j'ai vu qu'on pouvait, la durée allait baisser. Donc, aujourd'hui, c'est 9 mois, ça allait baisser à 6 mois. L'accès à l'emploi. En fait, la problématique, c'est pas tant l'accès à l'emploi, c'était pas de réduire la durée qui est importante, c'est les conditions. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir un emploi quand on est demandeur d'asile, il faut avoir une promesse d'embauche. Qui aujourd'hui, quelle entreprise peut se permettre de proposer une demande d'embauche on va laisser Renaud. D'abord, peut-être, il y a les deux questions. Sur la question de l'hébergement, en tout cas de ce que disait ce monsieur, le pire commence maintenant que j'ai les papiers, parce qu'il n'y a plus ce genre de filet de sécurité là. Il y a un accompagnement social nécessaire, appelons-le hébergement, logement. Je sais pas. Est-ce qu'il est aujourd'hui au niveau ? Je suis parfaitement d'accord qu'il y a besoin d'un accompagnement. Et dans les propositions qui ont été annoncées aujourd'hui par le gouvernement, il y a cet accompagnement.
Il y a 1 an d'accompagnement global qui va maintenant être mis en place pour les réfugiés, qui n'existait pas avant. Donc la question de l'accompagnement, elle est prise en compte. La question de l'accompagnement social par des travailleurs sociaux, elle est prise en compte. La question de la formation professionnelle, de formation qui soit adaptée, d'une orientation professionnelle, tout ça est au cœur de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Et qu'il n'y ait pas de mépris sur ce que j'ai voulu dire. Je ne dis pas que le logement est moins important. Je dis que ces questions-là sont centrales pour que les personnes soient autonomes et qu'elles aient donc accès à de la formation, à un emploi, qu'elles soient accompagnées et qu'elles puissent par elles-mêmes ensuite se Mais loger. vous savez que tout ça prend du temps. C'est Je pas des semaines, c'est pas des mois, c'est parfois des années. Ce que vous avez dit est très juste, est à la fois terrible et très juste, mais on ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire, les gens se retrouvent dans le droit commun et dans le lot commun de la situation de tous les Français, une fois qu'ils ont obtenu le statut de réfugié par rapport à la question du logement. Et effectivement, quand on est seul, quand on arrive sans attache, et si en plus on a des difficultés parce que vos diplômes ne sont pas reconnus, parce que vous avez des difficultés à travailler, parce que vous avez des difficultés à être accompagné, c'est une forme de double peine, parce qu'en plus d'avoir des difficultés pour vous loger, vous allez avoir du mal à être autonome et à vous débrouiller par vous-même. Donc c'est là-dessus qu'on a mis l'accent tout de suite pour rester dans une forme d'égalité par rapport au logement, pour quand même mobiliser des solutions évidemment, mais je crois que réellement la question pour les réfugiés, c'est d'abord celle de l'autonomie, c'est d'abord celle d'accéder à un emploi, c'est d'abord celle effectivement de pouvoir par eux-mêmes ensuite accéder à un logement. Alors moi j'avais proposé dans le rapport qu'on aide sur la garantie de loyer, qu'on aide sur un certain nombre de choses, qu'on accompagne, et ça doit être mis en place. Mais construire des logements spécifiques pour les réfugiés qui seraient à part, ou revenir à dire qu'ils passeraient avant dans la file d'attente pour le logement social pour les Français, ça c'est pas des options que je souhaitais proposer. Est-ce que ça n'a pas un petit côté de Jennifer Leblond, les premiers de cordée des réfugiés y arriveront vite? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Aujourd'hui, ça existe déjà. Pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, vous savez qu'il y a des gens qui arrivent sur le territoire et ont d'office le droit d'avoir leur statut de réfugié. Et puis, il y a tous ceux qui arrivent et qui doivent passer par la demande d'asile. Il y a des nationalités qui ont beaucoup plus de chances d'avoir leur asile que d'autres. On pense à l'Érythrée ou on peut penser au Sud-Soudan, où ce n'est pas du tout les mêmes qualifications quand on arrive à la préfecture. Parce que de manière politique et de manière géopolitique même, c'est pas les mêmes incidences pour nous. Quand je dis nous, je parle du gouvernement français. Et en fait, ce qui est hyper important, ce qui est vraiment hyper important, c'est en effet de prendre la situation globale et qu'aujourd'hui il y a une rupture. Si demain l'État met en effet de l'argent, des moyens pour éviter cette situation de rupture, plutôt que de tomber dans le droit commun en se disant ils vont faire comme tous les autres Français, ils vont se débrouiller, alors que c'est des gens qui ont des niveaux de langue qui sont faibles, qui ont donc du coup une autonomie qui est plus faible, des gens qui arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas ou peu, qu'ils ont eu du mal à apprendre, du mal à comprendre, du coup, si on peut continuer quand même à les aider comme on peut aider à accompagner toutes les personnes qui sont en grande détresse en France, c'est primordial si on veut leur faire accéder durablement à la vie économique et sociale en France. C'est ça qui est essentiel. Ce ne serait pas leur rendre service que de faire des mesures spécifiques sur le logement où finalement on créerait encore un sentiment de crispation et on risquerait de faire quoi? De dire de faire penser aux Français que finalement sur cette question du logement qui est très difficile, on ferait des choses spécifiques. Non, ce qu'il faut c'est remettre à égalité. L'intégration c'est remettre à égalité. Donc c'est accompagner et c'est former. Aurélien Taché, c'était 600 millions à peu près, les mesures d'ultra pour les naissants, 200 millions, on peut mieux faire. En un mot. Oui, mais en un mot, on change de braquet. L'intégration maintenant, ça va permettre aux gens d'être autonomes le plus vite possible, d'apprendre le français, de travailler, d'être accompagnés, et c'est ça qu'il fallait faire. Je vous remercie infiniment à tous les deux. Aurélien Taché, député de La République En Marche du Val d'Oise. Merci également Jennifer Leblond, l'association TOT qui enseigne le français à des migrants qui arrivent en France. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par le studio de France Info. Météo. Merci.